Vox Femina, créé il y a plus de 10 ans avec un objectif très très précis qui est de rééquilibrer la parole et la visibilité des femmes expertes dans les médias. Et ça contribue, ce sujet de la visibilité de l'expertise féminine dans les médias, évidemment, est un sujet qui est intimement lié à celui que nous allons traiter aujourd'hui, qui est celui de la place des femmes administratrices, puisque le principal argument avancé en réponse aux critiques sur l'insuffisance de femmes administratrices dans les conseils d'administration, la plupart du temps, bien sûr, c'est on voudrait bien, mais il n'y en a pas, on ne les trouve pas. Et pourquoi ne les trouve-t-on pas? Eh bien, parce qu'elles ne sont pas assez visibles. Donc, une des conditions importantes du rééquilibrage aussi du pouvoir dans les conseils d'administration des entreprises, eh bien, c'est justement de s'attacher à donner de la visibilité à l'expertise des femmes dans les médias. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et c'est pour ça qu'on accueille avec plaisir Dominique sur cette thématique qui est complémentaire de celle à laquelle nous travaillons depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Bah, écoute Dominique, merci de ta présence. Merci Valérie, merci Caroline. Bonjour à toutes. Je pense qu'il y a un monsieur, il y a un homme, c'est ça, parmi nous. Et donc, bonjour à vous, monsieur. Je suis ravie qu'on démarre l'année aussi nombreuses et nombreux sur ce thème. Mon objectif est de vous j'allais dire, je connais certaines d'entre vous, certaines sièges où sont véritablement aux portes des conseils d'administration, d'autres sont un peu plus lointaines. Mon objectif avec vous, comme dit Valérie, d'abord, c'est de démystifier. C'est de démystifier ce sujet des femmes et de se dire est-ce que c'est pour moi, pas pour moi, de l'imposture, est-ce que je suis légitime, pas légitime. C'est de démystifier parce que pour toutes les femmes qui rejoignent des conseils d'administration, quand elles ont vu au bout de 2-3 conseils, très souvent dans le rapport d'étonnement, c'est « Ah, c'est ça ?» Bon, donc déjà, oui, vous avez toute votre place. On va parler évidemment Valérie parlait des 10 ans de Vox Femina. J'ai moi-même rejoint Vox Femina au moment où je rejoignais des conseils d'administration et Vox Femina m'a énormément aidée dans ma confiance en moi, dans ma légitimité et évidemment à travailler ma visibilité. Et donc, quelque part, aussi, il faut bien se dire que quand on n'est pas connu et quand on n'est pas tout en haut d'une organisation, qu'on n'est pas visible numéro 1, que vont faire des membres de conseil d'administration? Ils vont vous googliser. Et donc, qu'est-ce qui ressort si on n'a jamais pris la parole, si on n'a pas écrit d'article, si eh bien, on n'existe que par son entreprise et on n'existe donc pas. Et donc, cette visibilité, notamment à commencer par publier des articles, j'avais des choses à dire sur la gouvernance dans le cercle Les Échos, puis donc de pousser d'abord des articles et ensuite quand je me suis sentie déjà plus en confiance, eh bien j'ai eu la chance grâce à Femmes en Vue, ce concours de bénéficier de Media Training et après je suis allée un peu plus sur la radio et la télé. Mais dites-vous bien que si on n'est pas visible et qu'on n'a pas de mandat, c'est toujours le chat qui se mord la queue. Et que font des membres de conseil d'administration? Ils nous googlisent. Donc, il faut effectivement travailler cette notoriété qui est quelque part dans l'inconscient des membres du conseil. Si on ne la connaît pas, si elle a pris la parole dans une table ronde, si elle a écrit quelque chose, c'est qu'elle est compétente. Ça, c'est quelque part, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on verra qu'il y a un sujet qui est « peut-on lui faire confiance ?» Et donc, c'est le sujet du premier mandat, comment on le trouve. Mais ces deux piliers sont très complémentaires. Alors, je ne vais pas vous faire un grand cours de gouvernance, néanmoins, je vais tâcher de partager un support. Caroline, est-ce que j'ai la main pour faire ça? Allô? Caroline? Son micro est coupé. Oui, normalement, Dominique, je viens de te donner la possibilité de le faire. Tu peux partager ton écran tout en bas, normalement. Je remets
Écran partagé, parfait. Je vais chercher mon support, partager. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Impeccable. Ouf, j'ai eu peur. Et donc, je vais maintenant passer... tac. Non, j'ai dû le perdre. Votre partage d'écran est en pause. Excusez-moi. Reprendre le partage. Je vais passer en diaporama à partir du début. Voilà. Est-ce que c'est bon là? Oui? Oui. Ok, parfait. Alors, la loi Copé-Zimmermann qui a amené les quotas dans les conseils d'administration des sociétés anonymes les plus grandes, de plus grande taille et cotées, va fêter ses 10 ans là dans quelques jours. Donc, c'est un côté donc tout à fait aussi symbolique. Hein. Un petit rappel sur qui on trouve dans les conseils d'administration déjà. Ensuite, comme je disais, le sujet du premier mandat, on parle beaucoup du conseil d'administration du CAC 40, du SBF. Ça reste 120 sociétés. C'est évidemment pas tout le tissu économique. Et c'est un tissu sur le CAC et le SBF. Le marché des administrateurs, entre guillemets, indépendants, est intermédiaire. Parce que ce sont des groupes qui ont une empreinte mondiale et qui ont des conseils internationaux et donc qui sont un peu plus soumis, entre guillemets, au mode de fonctionnement anglo-saxon ou en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, les administrateurs, c'est un marché qui est intermédiaire. En France, il l'est très peu. C'est pour ça que ce n'est pas simple d'aller trouver son premier mandat et les pistes et comment s'y prendre. Mais en ce qui concerne le CAC et le SBF, ces cabinets qui intermédient, ce sont des grands cabinets qui font de la chasse de C-level, hein, internationaux, anglo-saxons et suisses, et Guns Ender, Heidrick & Struggles, Korn Ferry, Russell Reynolds, Spencer Stuart, ce sont les majeurs, auront plutôt tendance à proposer des candidats pour les mandats d'administrateurs qui ont déjà un mandat. Donc, ça ne vous règle pas le problème de comment je trouve mon premier. Donc, bien sûr, vous pouvez postuler auprès de ces cabinets, mais sachez qu'il y a peu de chances qu'on vous sollicite pour un premier mandat si vous n'en avez pas déjà. Donc, votre secteur, votre gâteau, votre cible, elle est plutôt pour un premier mandat. Tout le reste, et tout le reste, c'est quand même une grande partie de l'économie. C'est le tissu des ETI, c'est le tissu des PME, c'est le tissu des scale-up, c'est le tissu des startups. Sauf qu'on va voir que ce tissu n'est pas forcément des sociétés anonymes. Les sociétés anonymes ont une gouvernance très structurée et toutes les sociétés cotées sont en société anonyme. Les autres sociétés sont majoritairement quand elles n'ont pas de projet d'introduction en bourse, majoritairement des SAS. Le principe de la SAS, c'est que la gouvernance n'est pas imposée par la loi. Et le principe de la SAS, c'est que finalement, la liberté laissée aux associés d'implémenter une gouvernance sur mesure. Et pendant très longtemps, à la création de ce statut des années 2000 jusqu'en 2010, pratiquement, il n'y avait pas de gouvernance qui a été implémentée. Et puis avec la crise financière de 2010, avec aussi le plus en plus de prise de participation de fonds d'investissement dans des sociétés, les fonds ont toujours, eux, imposé une gouvernance qui va être contrôlante. Et donc, depuis 10 ans, on voit, au-delà des fonds, mais tout simplement parce que la crise financière a mis en exergue la solitude des dirigeants, des processus de prise de décision, on voit la professionnalisation et l'implémentation de gouvernance aussi dans les SAS, même si elles ne sont pas toujours contrôlantes, elles peuvent être consultatives, elles sont de plus en plus professionnalisées. Donc, on va parler de ce tissu parce que c'est un très bon tissu pour trouver son premier mandat et que ça se professionnalise de plus en plus depuis 10 ans. Troisième point, on va se poser la question, mais les femmes se posent toujours la question, qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme compétences? Avant de se poser la question des compétences, parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est une vraie fausse bonne question, la vraie question, se dire, c'est comment j'agis en quoi contribue mon rôle dans un conseil d'administration quand je suis administrateur? Les anglo-saxons appellent les administrateurs les non-executive directors. Donc, comment
en quoi ça consiste être non-exécutif? Eh bien, le leadership qu'il faut développer, c'est l'influence. En particulier, quand on ne représente pas un actionnaire, donc quand on n'a pas un pouvoir de réinvestissement ou de blocage d'investissement, on a un pouvoir, par rapport au-delà de ses compétences, d'influence, et ce qui est le plus difficile à développer. On fera un peu un point sur les conséquences de la loi. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans et qu'est-ce que ça a changé et en quoi le terrain s'est ouvert et continue de s'ouvrir à de la mixité et donc davantage aussi aux femmes puisqu'elles étaient exclues de ces sphères. Un petit zoom quand même sur une dernière loi, parce qu'il y a eu beaucoup de lois qui ont imposé finalement de la diversité dans les contrôles, mais aussi que la loi Rebsamen sur les représentants des salariés, mais aussi qui ont fait évoluer la mission des conseils avec un renforcement de la mission de contrôle avec la loi Sapin 2. La loi Pacte est une loi qui, à l'inverse, n'est pas orientée contrôle, mais qui va adresser le sujet finalement de pourquoi l'entreprise, en vue de redonner du sens et de se poser la question quel est le pourquoi de l'entreprise, quel est son rôle dans la société civile, de réconcilier quelque part l'entreprise avec les Français et donc se poser la question du pourquoi, donc de la raison d'être. La raison d'être, c'est donc quelque chose qui est amont à la stratégie, donc c'est un sujet aussi, bien sûr, de bottom-up, mais c'est un sujet de conseil. Et on voit bien que le sujet de l'impact RSE notamment, est un sujet qui revient au cœur de la discussion des conseils d'administration. Et on a remis le curseur avec la loi Pacte, avec un plus d'équilibre entre le contrôle et le sens et la stratégie. Donc, ça amène des nouveaux profils dans les conseils. Un point sur l'impact de la crise Covid. Depuis un an, qu'est-ce qui se passe dans les conseils d'administration? Comment ça fonctionne? Là aussi, ça a des impacts et des opportunités. Et on fera un zoom sur finalement toute la panoplie des profils recherchés et le premier mandat. Donc, je propose de dérouler et de faire un break après la crise Covid avant de prendre vos questions et de terminer par les profils et le premier mandat. Si vous en êtes d'accord. Alors, un rappel ou un schéma synthétique. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate, je suis une ingénieure, donc je fais des schémas. Et pour expliquer des schémas simplement, la gouvernance, globalement, quand on parle de gouvernance, on parle de quoi? Eh bien, on va parler de la partie gauche, gouvernance de l'entreprise. On va parler de la partie gauche de mon écran. Et dans la partie droite, c'est finalement ce qui se passe dans l'entreprise, ce dont vous avez l'habitude. C'est ce qui se passe dans l'entreprise, comment l'entreprise est développée, dirigée, avec un comité de direction, un comité exécutif, avec finalement des salariés, et certains salariés au comité de direction, comité de pilotage, COMEX, et autour d'un directeur ou d'une directrice générale qui s'appuie sur une garde rapprochée avec des délégations de pouvoir et pour piloter et des outils de pilotage. Ça, c'est ce qui se passe dans l'entreprise et on est dans le droit du travail. Quand on parle de gouvernance d'entreprise, il n'y a pas d'entreprise sans actionnaire. L'actionnaire, c'est finalement ceux et celles qui prennent des risques et qui peuvent potentiellement d'ailleurs tout perdre. Ils seront servis après les créanciers d'ailleurs. Mais ces actionnaires vont investir dans une société parce qu'ils croient dans l'entreprise, ils croient dans le projet, ils croient dans le modèle économique, le business plan, mais ils croient dans une équipe de direction générale. Ils croient. Et donc, ce ne sont pas forcément les actionnaires qui vont diriger l'entreprise, ni même l'administrer. Donc, les actionnaires se réunissent au minimum une fois par an en assemblée générale ordinaire des actionnaires, là où ils vont approuver les comptes, n'est-ce pas, voter la distribution de dividendes s'il y en a, mais c'est aussi en assemblée générale ordinaire des actionnaires que les actionnaires vont nommer les administrateurs, les membres du conseil d'administration. Donc, c'est quelque part des représentants qui vont soit représenter un actionnaire en particulier, soit des administrateurs indépendants, on va y revenir. En tout cas, ces administrateurs vont siéger au conseil d'administration qui est l'instance qui administre. Administrer, c'est quoi?
ce n'est pas dirigé et piloté opérationnellement, c'est d'abord et avant tout une instance de contrôle de validation de la stratégie, de contrôle puisque c'est là qu'on arrête les comptes avant de les faire approuver en AG, de contrôle puisque on va contrôler que les risques sont bien maîtrisés, et de contrôle de s'assurer de valider que les objectifs sont atteints dans le cadre et le respect d'un budget. Donc, cette mission du conseil d'administration, parmi ces missions de contrôle que je viens d'évoquer, il y en a une majeure qui est de nommer, de révoquer, de rémunérer le directeur général ou la directrice générale ou la direction générale d'une manière générale, à qui va être confiée la responsabilité d'implémenter la stratégie qui est votée au Conseil, dans le respect du budget qui est voté au Conseil. Et c'est la mission du directeur général qui est donc à cheval, qui est souvent mandataire social, qui peut avoir un contrat de travail, mais c'est bien le lien entre la gouvernance, le directeur général pouvant être membre du conseil d'administration ou juste invité en fonction des pouvoirs, en fonction du fait qu'il est actionnaire, de la délégation de pouvoir qui est là exactement. Et c'est bien le pivot entre la gouvernance, le contrôle et le pilotage et finalement la feuille de route opérationnelle exécutive. Cette gouvernance, ces principes fondamentaux de gouvernance, ce sont ceux de la société anonyme. Et la gouvernance, le fonctionnement de la gouvernance des sociétés anonymes est imposé par la loi. Alors que les SAS, statut qui a été créé en 1999, le principe de la SAS, c'était de simplifier, pour les sociétés notamment qui ne sont pas cotées, de simplifier la gouvernance et de pouvoir laisser la liberté aux associés d'implémenter une gouvernance sur mesure en la formalisant dans les statuts. Voilà pour les fondamentaux. Donc, quand on va parler d'administrateurs, on va parler des membres du conseil d'administration. On peut avoir, mais je ne vais pas faire un cours complet ici, l'idée c'est de vous donner les grands principes, on peut avoir d'autres types de gouvernance qui s'appellent conseil de surveillance et directoire, quand on a deux instances séparées, où on a les administrateurs d'un côté et les dirigeants de l'autre côté, avec pas tout à fait les mêmes responsabilités, mais ce sont les grands principes. Alors, je continue dans mes schémas, puisque je suis une ingénieure, et que j'aime bien comparer l'entreprise à une maison. La maison, elle est solide si elle a des bonnes fondations et si on est bien protégé par son toit. Et bien, quelque part, la maison, elle est représentée, l'entreprise, par des mandataires sociaux dont la responsabilité peut être engagée vis-à-vis des tiers à l'extérieur. Et qui sont ces mandataires sociaux? On en a de deux natures. Les dirigeants, donc les exécutifs, c'est mon pilier droit, et les non-exécutifs, les administrateurs, ceux qui exercent le contrôle, c'est mon pilier gauche. Et donc, l'un et l'autre sont co-responsables, mais évidemment, ils ont des niveaux d'implication, ils ont des missions qui sont complètement complémentaires. D'un côté, les dirigeants, ils travaillent à temps plein, matin, midi et soir. Dès qu'on va avoir en plus potentiellement affaire à des entrepreneurs, c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire de week-end, c'est l'histoire d'une vie totale. Donc, ils sont exécutifs, ils ont toutes les informations de l'entreprise, ou en tout cas, s'ils ne l'ont pas, ils ont tous les moyens de l'exiger, de la demander. De l'autre côté, on a des administrateurs qui sont dans cette instance de contrôle et qui sont extérieurs. C'est une activité non exécutive, donc la question c'est comment fait-on pour finalement contribuer à créer de la valeur quand on n'est pas opérationnel? Eh bien, en tant que non exécutif, il est donc fondamental d'abord de ne pas faire ce qu'on va appeler de la gestion de fait. Il ne s'agit pas de diriger à la place du dirigeant. Il ne s'agit pas non plus de dire exactement au dirigeant ce qu'il doit faire et de le mettre sous tutelle dans une bonne. L'attribution à la création de valeur, d'abord, c'est une instance collégiale. Au conseil d'administration, on n'a pas quelqu'un en charge de la strate, quelqu'un en charge de l'innovation, quelqu'un en charge du commerce, etc. C'est une instance collégiale qui est collégialement responsable, ce qui veut dire qu'un administrateur, il doit s'intéresser et poser des questions par rapport aux missions du conseil sur tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où il parle et des autres domaines où il ne parle pas. Évidemment, l'efficience d'une instance va dépendre de la complémentarité des compétences. Donc, il ne s'agit pas non plus de vouloir être compétent sur tout et surtout pas de vouloir être plus compétent que le dirigeant. Parce que notre rôle n'est pas de diriger et donc, il n'y a rien de pire
que pour un dirigeant, d'avoir affaire à des administrateurs qui lui expliquent qu'ils s'y connaissent mieux que lui. Et donc, pas de syndrome d'imposture, c'est normal d'en connaître moins que le dirigeant, puisque c'est son job, à temps plein. Et donc, la contribution à la création de valeur, pour bien revenir à la mission du conseil d'administration, on est sur la notion du temps long. Créer de la valeur, on verra, pour les actionnaires, mais pas que. Créer de la valeur financière, mais pas que. Et bien, sur des sujets de pérennité, de valeur extra-financière. Pour créer de la valeur, il faut s'assurer finalement que le modèle économique, que la vision stratégique a un sens, que le modèle économique est pérenne, que l'entreprise a les moyens de financer son développement, que financer ce développement passe aussi par la capacité à générer du cash, à rembourser ses dettes, à sécuriser ses choix, ses arbitrages stratégiques. Donc, on voit bien que la mission d'administrateur va être autour du questionnement. Il va falloir travailler à questionner ceci. Questionner, ça veut dire s'intéresser. Questionner, ça veut dire ne pas juger. Questionner, ça veut dire poser des questions ouvertes. Et c'est ce triptyque contrôle, soutien, challenge. Le challenge passe par des questions ouvertes. Et on pose des questions dans le but d'écouter les réponses. Un dirigeant qui a le sentiment qu'il a autour de la table des administrateurs qui s'intéressent à ces enjeux, qui s'intéressent à l'avenir de l'entreprise, qui s'intéressent aux risques et qui va le challenger parce que justement ils sont extérieurs et donc on voit autre chose, parce que quand on n'est pas celui qui fait, c'est beaucoup plus facile de remettre en cause, à condition de le faire avec bienveillance. Mais bienveillance, ça ne veut pas dire je ferme les yeux, je ne pose pas de questions si je n'ai pas compris et je suis complaisant. Complaisant, c'est-à-dire finalement, je laisse passer des choses et finalement, il y a des trous dans la raquette ou il y a des signaux faibles. Et c'est bien là tout le rôle des administrateurs, puisqu'on est sur le temps long, c'est voir autant que faire se peut, réfléchir au coup d'après. Quand on a un modèle économique qui est performant, c'est poser la question jusqu'où et jusqu'quand il va être performant et quelles sont les innovations à venir, quels peuvent être finalement les nouveaux entrants, les nouveaux compétiteurs, quelles sont les barrières à l'entrée, comment on sécurise, est-ce que le modèle économique est pérenne, est-ce qu'on n'a pas un risque de devenir une commodité, si on a une vache à lait, comment on travaille le coût, etc., etc. Donc, contrôle, soutien, challenge. Je continue. Qui peut-on trouver autour de la table dans un conseil d'administration? Alors, quand on a un conseil d'administration, on a une seule instance. Quand on a un conseil de surveillance directoire, on a deux instances. D'un côté, les administrateurs, de l'autre côté, les dirigeants au directoire. On va prendre le cas simple du conseil d'administration, une seule instance où on a les exécutifs et les non-exécutifs. Les exécutifs, on va avoir le directeur général, la directrice générale. On peut avoir le directeur, la directrice générale déléguée, qui sont soit invités permanents au conseil, soit membres du conseil avec droit de vote. Donc déjà deux subtilités. On peut ensuite avoir concentration dans la gouvernance, de ce qu'on va appeler une gouvernance monale, c'est-à-dire un président de conseil qui est, ou une présidente, à la fois président et dirigeant. Les anglo-saxons diront chairman, chairwoman and CEO. Ce qui est pas un signe de bonne gouvernance, puisqu'on a une concentration finalement de l'exécutif et de la présidence du contrôle. Mais qui était le cas de gouvernance le plus répandu en France il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, on a un mouvement important de gouvernance un peu plus duale, avec une séparation de la présidence et de la direction générale, même dans les conseils d'administration. De plus en plus, on a plus d'un tiers du SBF maintenant qui est passé en gouvernance séparée, voire des gouvernances surveillance directoire. Alors, ça, c'était pour côté exécutif. Côté donc non exécutif, on peut donc avoir un président ou une présidente, chairman, chairwoman, non exécutif. On a ensuite 4 catégories d'administrateurs. Première catégorie, les administrateurs qui représentent un actionnaire, majoritaire ou minoritaire. Le nombre de sièges qu'ont les actionnaires va être défini dans les pactes d'actionnaires. On se souvient que ces administrateurs sont élus, nommés par les actionnaires en assemblée générale d'actionnaires. Premier point. Deuxième catégorie, on peut avoir des administrateurs dits indépendants. Ils sont aussi nommés par les actionnaires, mais ils ne représentent pas et ne défendent pas l'intérêt d'un actionnaire en particulier.
Quand a-t-on des administrateurs indépendants? On en a obligatoirement quand les sociétés sont cotées en bourse, parce qu'une partie du capital est au flottant, et plus il y a de capital au flottant, moins, j'allais dire, c'est minoritaire, plus ils sont importants, plus il est important que leurs intérêts soient préservés, soient aussi défendus au conseil, et ils ne siègent pas au conseil. Donc, plus on a de capital au flottant, plus on aura d'indépendants. Sachant que la mission des indépendants n'est pas non plus de défendre un actionnaire plutôt qu'un autre, mais de s'assurer que les minoritaires ne vont pas être floués et de s'assurer que l'intérêt social et sociétal de l'entreprise est bien préservé, en tout cas est un prisme de lecture dans les votes du conseil. Donc, administrateur indépendant. Alors, on verra qu'on est indépendant, évidemment, si on n'est pas de la famille du dirigeant, si on n'est pas un ancien membre exécutif pendant 5 ans, si on n'est pas le commissaire aux comptes, si on n'est pas le banquier majeur, et si on est en relation d'affaires, il faut que ça soit encadré par le biais de conventions réglementées et que finalement, on n'ait pas tout son business qui dépend de l'entreprise, sinon, évidemment, on n'est pas en totale liberté pour émettre des désaccords en conseil. Donc, les administrateurs indépendants, c'est là où, effectivement, il y a beaucoup d'opportunités, effectivement, pour les femmes. Troisième catégorie, le code AFEP-MEDEF, qui est un des 2 codes de gouvernance qui est pour les sociétés cotées, a statué qu'au bout de 12 ans, on n'est plus considéré comme indépendant. Au bout de 12 ans que nous siégeons dans un conseil, on n'est plus considéré comme indépendant. Alors pourquoi 12, pourquoi pas 8, pourquoi pas 4, pourquoi pas 15? Ils ont mis la limite à 12. 12, c'est souvent 4 mandats. Les mandats, c'est souvent 3 ans. C'est tout simplement aussi pour se dire, au bout d'un moment, finalement, on n'a plus le même regard extérieur, on n'a plus le même rapport d'étonnement, on n'a plus voilà, on n'est plus totalement indépendant, on connaît bien au mieux l'exécutif et on n'a plus forcément cette indépendance totale. Ce qui est sûr, c'est que ça amène une notion qui est importante. On va voir que la composition et l'efficience d'un conseil, c'est très important, bien sûr, d'avoir de la complémentarité, mais aussi d'avoir de la dynamique et du mouvement dans le conseil, c'est-à-dire des nouveaux entrants qui amènent un regard nouveau, qui challenge, qui remettent en cause, qui amènent de la fraîcheur, qui amènent du rajeunissement, et puis quand même des personnes qui connaissent au conseil l'entreprise, parce qu'il faut quand même du temps pour prendre ses marques. Un conseil, ça se réunit 3, 4, 6 fois par an, 8, et donc pour comprendre les modèles économiques, pour comprendre les différents business, les enjeux, il faut rentrer dans les dossiers. Quand en étant non exécutif, on n'est pas dans l'entreprise, et donc on a un temps de montée en compétences qui est au moins une année. Donc on peut être plus performant dans le renouvellement de son mandat, par exemple. Donc troisième catégorie, représentant des actionnaires, indépendants. Au bout de 12 ans, on n'est plus indépendant, donc on peut rester administrateurs. Les actionnaires peuvent décider de nous maintenir, mais on ne sera plus dans le quota des indépendants. Et il y a un quota d'indépendants pour les sociétés cotées. Pour une société non cotée, elle n'est pas obligée d'avoir des indépendants. Donc là encore, ça va dépendre de la maturité et de la capacité des actionnaires à finalement ouvrir autour de la table du conseil d'administration la porte à des personnes qui ne soient pas actionnaires, mais qui soient bien là pour des compétences, la confiance qu'on peut avoir en eux dans le regard qu'ils porteront dans cette mission de ce triptyque contrôle, soutien, challenge. Quatrième et dernière catégorie d'administrateurs, depuis la loi Rebsamen en France en 2015, ce sont les administrateurs représentants des salariés avec droit de vote. À l'inverse de tous les autres administrateurs, ils ne sont pas élus par les actionnaires, mais ils sont élus par les salariés. Donc, quand on rejoint un conseil, voilà un peu les questions qu'il faut se dire, finalement, dans quelle catégorie sont les personnes autour de moi, les administrateurs, depuis combien de temps sont-ils là? Et on peut se poser aussi la question, quel âge ont-ils, puisqu'on verra que le sujet des limites d'âge, et on verra aussi que le sujet de la crise Covid a une contribution sur finalement un peu le renouvellement des conseils. On va commencer à regarder un peu comment ça fonctionne un conseil. Et finalement, un conseil, comme je vous disais, où on peut avoir un conseil de surveillance, c'est la seule instance qui vote. C'est l'instance qui a le pouvoir, c'est l'organe de décision qui est par contre dans ses missions, arrêter les comptes, nommer, révoquer
ou en tout cas émettre les propositions pour l'AG, pour les mandataires sociaux et la rémunération, s'assurer que les risques sont sous contrôle, donc le dispositif d'audit interne, de contrôle interne, de management des risques, et en particulier aussi les risques de corruption depuis la loi Sapin 2. Et enfin, valider la stratégie. Vous voyez ces 4 missions. Eh bien, certains travaux pourront être approfondis dans des comités dits spécialisés, qui sont des sous-ensembles du Conseil. Pour les sociétés cotées, la loi impose le comité d'audit. Pour les sociétés cotées, les codes de gouvernance, le code AFEP-MEDEF recommandera très fortement les comités de nomination et de rémunération. Ce sont des instances où sont instruits les dossiers, mais les votes se font en conseil, donc en session plénière collective. Au comité d'audit, on va se pencher sur le sujet de la sincérité des comptes et les cartographies des risques. Bien sûr, donc on s'interface avec les commissaires aux comptes, on va s'interfacer aussi beaucoup avec toute la fonction finance, audit et risque dans l'entreprise. Au comité de nomination de rémunération, 2 points majeurs qui sont approfondis, les systèmes de rémunération au sens global du terme des dirigeants mandataires sociaux et la construction, les dispositifs de plan de succession. Ça veut donc dire qu'on va regarder parmi les non-mandataires sociaux, parmi les hauts potentiels, les talents, donc revoir tous les dispositifs de mobilité, de promotion des talents, de hauts potentiels et de construction des plans de succession. On peut avoir d'autres comités qu'on peut trouver ici ou là, en fonction finalement des enjeux de l'entreprise. Une entreprise qui est en transformation profonde de son modèle économique, notamment dans le cadre d'une évolution vers une offre évidemment plus de transformation numérique et plus de services. On peut avoir des comités stratégiques, voire même certaines sociétés ont renommé leur comité stratégique comité numérique, c'est le cas de Schneider Electric par exemple. On peut avoir un comité d'investissement ou des investissements quand on a une refonte stratégique majeure et que finalement on va avoir un peu plus de build-up ou de cession d'actifs, là où sont donc instruits les dossiers de croissance ou de cession. On a vu apparaître entre 2010 et 2015 beaucoup de comités d'audit, de comités d'éthique, de comités RSE. Et puis, vous voyez bien que ces comités ont besoin d'articuler leurs travaux, puisqu'on peut voir des risques apparaître majeurs, par exemple, sur des plans de succession. Et donc, il est important qu'il y ait une articulation complète des travaux de ces comités par rapport aux travaux du Conseil, les comités étant présidés par les présidents de comités qui reportent au Conseil leurs recommandations avant les votes et le fruit de leurs instructions. Le comité éthique et RSE était un peu, j'allais dire, en l'air. Et donc, il y en a eu beaucoup entre 2010 et 2015. Ensuite, il y a eu une tendance à les faire disparaître. Avec l'arrivée de la loi Pacte, il est sûr que le sujet de la RSE et de l'impact revient au cœur et non plus à la périphérie des discussions, qui était un peu en complément ou en plus, mais bien au cœur et en amont de la réflexion stratégique. Et donc, cette dimension de l'impact social, sociétal, environnemental de l'entreprise, le sens, la mission est revenue au cœur voire même du Conseil ou des réflexions du comité stratégique. Je vous disais que vous aviez plus de chance et que c'était important de s'intéresser au tissu des ETI, des PME, des scale-up, des startups. Les ETI, en zoom, on est en retard sur l'Allemagne et l'Italie, vous le savez bien, c'est un des enjeux majeurs finalement de la réaccélération, notamment de la réindustrialisation de la France. Elles ont une spécificité, c'est qu'elles sont réparties sur tout le territoire, donc beaucoup moins parisiennes. Elles sont essentiellement familiales, Valérie pourrait vous en parler très longuement. Une toute petite minorité est cotée, donc ça veut dire que la grande majorité des SAS. Et les SAS, elles ont donc plutôt tendance depuis 10 ans à implémenter une gouvernance soit consultative, si la famille a le contrôle, avec de type advisory board, en faisant entrer petit à petit et tout doucement des indépendants dans cette fonction consultative, dans la mission, et pas forcément donc avec droit de vote, et donc le pilier non pas contrôle, mais orientation stratégique. Dès qu'on a des fonds d'investissement au capital qui sont là pour un laps de temps
limité, 5 ans, 7 ans. On a un pacte d'actionnaires qui va limiter l'autonomie des dirigeants, ce qui veut donc dire qu'on a une gouvernance qui s'implémente, même si on est en SAS, et qui sera contrôlante, avec des votes, puisqu'il y a des sujets pour lesquels le dirigeant ne pourra pas agir sans l'autorisation de ses actionnaires et de ses représentants dans le Supervisory Board cette fois-ci. Les startups, évidemment, ça, avec le numérique, ça a complètement, mais pas que, bien sûr, tous les nouveaux modèles économiques, ça a énormément, voilà, ça explose depuis 10 ans. On a des incubateurs même dans les écoles maintenant de commerce et d'ingénieurs depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc, on a beaucoup de startups. Le principe des startups, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des levées de fonds, après le love money, etc., des business angels, des levées de fonds. Et donc, très vite, il y a 2 points qui apparaissent, le fait qu'il y ait plutôt une collégialité dans la direction, souvent c'est des startups créées à 2-3, donc il y a déjà une habitude du partage du pouvoir, des prises de décision, mais très vite, il y a une dilution des associés, des fondateurs, des actionnaires, donc advisory puis supervisory board, et là encore, on peut rejoindre en tant évidemment qu'actionnaire, en tant que non-actionnaire, tout le temps qu'il n'y a pas eu de levée de fonds, eh bien, il n'y a généralement pas de moyens de rémunération, à part éventuellement des bons de souscription d'actions. Donc, dans les startups, soit vous êtes actionnaire, soit il faut attendre en tant qu'indépendant une levée de fonds un peu significative, l'accélération des levées de fonds. Comme je disais, vous allez développer, comment on développe sa contribution, c'est l'influence. D'abord parce qu'on est dans une instance non hiérarchique, on n'oublie pas que c'est une instance de contrôle. Une instance de contrôle, mais qui doit donner envie et qui doit orienter, qui doit guider, qui doit donner des idées. Mettez-vous à la place des dirigeants. S'ils viennent dans un conseil d'administration et que finalement, ils sont 1 ou 2 et qu'ils ont une dizaine d'administrateurs en face d'eux qui finalement ne font que les questionner, les contrôler, vous vous doutez bien que leur motivation est très limitée. S'ils n'ont pas plus d'idées en sortant du conseil qu'en rentrant. Donc, posez-vous bien la question, qu'est-ce qu'on donne à voir? Est-ce qu'on donne envie aux dirigeants, finalement, de nous poser leurs problèmes, de les mettre sur la table, ou est-ce que finalement on leur fait peur, ou finalement on les enfonce et on ne leur apporte pas d'idées et pas de solutions? Donc, cet équilibre du contrôle, c'est-à-dire ne pas se faire raconter des histoires, ne pas se faire balader, avoir cette autorité, cette exigence pour finalement être capable d'avoir des diagnostics et d'avoir de l'information, finalement, c'est un curseur à trouver, bien sûr en fonction de la volonté des dirigeants. L'influence ne s'exerce que si on a en face de soi quelqu'un qui est prêt à nous en donner. Donc, dans les questions qu'on se pose, il faut bien se poser la question, qu'attendent les dirigeants quand ils ont le contrôle de leur instance de gouvernance? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à écouter, à entendre? Sinon, ça peut être très frustrant comme administrateur. Un zoom rapide sur la loi Copé-Zimmermann. Donc, comme je disais, elle a 10 ans. Elle avait 2 échéances. Elle s'adresse aux sociétés cotées et aux SA de plus de 500 salariés. Et elle a été étendue en 2020 à ceux de plus de 250 salariés. Sauf que sur le tissu des plus petites sociétés, on a très peu de SA. En vérité, on a essentiellement des SAS. Néanmoins, pour les grandes sociétés et les sociétés visibles, cette loi a eu un énorme bénéfice, c'est qu'elle a fixé des étapes. 2014-2017, on partait de 7% de femmes dans les conseils d'administration avant la loi au SBF 120. Les 20% ont été largement atteints, les 40% aussi. Vous voyez qu'il y avait des sanctions prévues, ça c'est la loi. Dans la vraie vie, depuis 10 ans, il n'y a pas une seule fois des sanctions qui ont été appliquées. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'organe de contrôle de créer, ni de budget et de moyens donnés. Alors qu'à côté de ça, par exemple, la loi Sapin 2 qui a été votée en décembre 2016, la loi est votée, anticorruption. Au moment où la loi est votée, il y a la création de l'AFA, l'Agence française anticorruption, avec des moyens, des budgets, des personnalités référentes. On donne du pouvoir, et on donne du pouvoir à cette loi. Donc, la loi, c'est super, Copé-Zimmermann, elle a vraiment fait bouger les lignes. En réalité, elle a fait bouger les lignes là où les médias se sont emparés des sujets, là où c'est visible, c'est-à-dire le SBF 120, puisque quelque part, on a des rankings qui se sont apparus, on a des cabinets comme Ethics and Boards qui ont sorti des barres et quelque part de benchmark en France et en Europe sur les places cotées, et on a le name and shame qui a été
pratiquée. Alors voilà un petit donc c'est Marie-Jo Zimmermann sur la droite, un petit tableau, là c'était mi-2014, c'était l'étape intermédiaire, donc la France était à 7% en 2004, on voit qu'on parle du SBF, puisque là on a toutes les données, on voit que la France en 2014, elle a dépassé les 20%, et fin 2019 au SBF on est à quasiment 44%, donc oui les lignes ont bougé. Dans les conséquences, il y en a plein de très très bonnes. Bien sûr, il y avait énormément de freins, vous vous doutez. Il y avait énormément de freins, comme il y a des freins aujourd'hui à la loi sur les quotas pour les COMEX, qui devait passer à l'Assemblée en mars 2020. En raison de la crise Covid, elle est sortie de l'agenda législatif et elle en est sortie tout court parce qu'il y a beaucoup de lobbying d'instances patronales pour empêcher cette loi sur les quotas dans les COMEX. Évidemment, dans les conséquences, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à 40% de femmes dans les conseils? Ça veut dire qu'on ne renouvelle pas des hommes. C'est ça que ça veut dire. On n'agrandit pas les conseils. On ne renouvelle pas des hommes. Ne pas renouveler des hommes, c'est pas simple pour des présidents qui considèrent qu'ils n'avaient rien à leur reprocher, qu'ils avaient affaire à des hommes qui étaient loyaux, fidèles. Et pourquoi ils feraient rentrer des femmes dans leurs conseils qu'ils ne connaissent pas et qui en plus n'ont jamais siégé dans les conseils. Donc des freins, il y en avait beaucoup. En plus, on avait même des hommes qui pensaient que ça n'intéressait pas les femmes. Donc comme ça, c'était sûr qu'il ne fallait pas le faire. Dans les faits, eh bien, comme je disais, les médias ont permis de mettre la lumière et tous les freins ont été levés au SBF 120 et on a, 10 ans plus tard, des conseils avec des femmes compétentes. Et dans les conséquences, c'est que forcément, des femmes CEO, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, on est sorti d'un schéma qui était un schéma de cooptation, de clonage, des CEO cooptant des CEO qui leur ressemblaient. Alors, à tous les niveaux, au CAC et au SBF, on avait globalement un clonage et des conseils qui étaient composés de 3 écoles majeures, HEC, ENA, Polytechnique, et des promos de 10 promos, voilà, avec du multisiège, des cumuls de mandats très significatifs. Ça semble de notre époque, mais c'était il y a 10 ans, c'était encore ça. Donc, en 10 ans, la donne a quand même énormément changé, puisque des femmes CEO, on n'avait pas, ce qui veut dire qu'on s'est posé la question, 1, comment on les trouve, 2, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter, 3, ces grands groupes qui ont des footprints mondiaux ont demandé au cabinet que j'évoquais tout à l'heure de recruter des femmes internationales, puisqu'ils n'avaient pas ils avaient, pour certains de ces groupes, ils font l'essentiel de leur chiffre d'affaires en dehors de France, voire en dehors de l'Europe. Et ils n'avaient pas d'internationaux dans leurs conseils. Certains de ces conseils, de toute façon, se passent encore toujours en français. Après, il y a un sujet politique. Est-ce qu'on fait exprès de parler français parce qu'on est un groupe français, tout simplement. Donc, des femmes internationales, mais surtout des profils plus divers, d'une part. D'autre part, des profils plus jeunes. On avait des moyennes d'âge de conseil où, très souvent dans les règlements intérieurs, il était permis qu'il y ait plus d'un tiers, voire plus de la moitié des conseils, qui aient plus de 70 ans. Bon, il est clair que les femmes qui ont été recrutées sont plus jeunes. Et donc, et par voie de conséquence, à partir de 2017, quand on a ces rééquilibrages qui se font, et donc à nouveau des hommes qui sont recrutés, puisqu'on a quand même encore plus de 60% d'hommes dans ces conseils, et bien des hommes plus jeunes. À partir du moment où on commence à recruter des femmes plus jeunes, on recrute des hommes plus jeunes. Donc vous voyez qu'en fait, il y a un impact sur la moyenne d'âge. Aujourd'hui, elle est de l'ordre de 62-63 ans, avec des nouveaux entrants qui sont plutôt autour de 57 ans pour les femmes. Donc, des personnes plus proches des enjeux et de la compréhension et de questionner et de challenger des enjeux stratégiques autour des impacts sur le climat, autour évidemment des transformations numériques que générationnellement sont plus proches aussi des dirigeants. Alors, des freins, donc bien sûr, il y en avait. Parmi les premières femmes qui ont été nommées, il y a eu Bernadette Chirac chez LVMH, ça a fait couler beaucoup d'encre, bien sûr, comme s'il n'y avait que ça à retenir et comme si elle était totalement incompétente. Donc, comme je disais dans les bénéfices, rupture d'un schéma de pensée,
Et donc, on a démontré que c'était possible en très peu de temps. D'une part. D'autre part, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il faut qu'elles aient comme compétences finalement? Donc, par rapport aux enjeux majeurs de l'entreprise, qu'est-ce qui sera utile dans l'entreprise? Donc, une professionnalisation. Et ce qui veut dire quoi? Ça veut dire aussi les femmes étant nouvelles entrantes, elles sont allées se former. Les hommes ne se formaient pas avant dans les conseils d'administration. À partir de 2010, on a vu apparaître dans bon nombre d'écoles de commerce des formations à la gouvernance avec l'Institut français des administrateurs, des programmes certifiants, plus ou moins longs, plus ou moins dédiés, certains aux ETI, d'autres aux groupes internationaux, d'autres aux entreprises familiales. Et du coup, les hommes se forment aussi maintenant. Et certains programmes sont genrés et s'adressent aux femmes. Et donc, rajeunissement, démocratisation, professionnalisation. Tout ça, ce sont des points très positifs. Ensuite, sur les 2 dernières années, la loi Pacte, qu'est-ce que ça a comme impact? Comme je disais, ça a remis le curseur de la gouvernance un peu moins exclusivement sur le contrôle. Il faut savoir que des lois comme Sapin 2 ont contribué au renforcement, notamment dans le recrutement des femmes, de profils financiers. De profils financiers risques, et dans les comités d'audit, on a beaucoup vu des femmes arriver. Un peu moins dans les comités de nomination ou rémunération ou dans leur présidence. C'est bien dommage parce que des femmes compétentes sur les compagnies Ben, il y en a beaucoup, mais on est bien d'accord que c'est encore là où il y a beaucoup de pouvoir. La rémunération des dirigeants, les plans de succession, voilà, les femmes rentrent encore doucement, mais sûrement, de plus en plus, et c'est un des enjeux, c'est la mixité de ces instances. Donc, Pacte, remettre au cœur du curseur le sujet de la raison d'être, et donc on voit apparaître des opportunités pour des administrateurs et trices autour de profils plus stratégiques, de profils plus numériques, mais aussi de profils RSE, tout simplement. Et dernier point avant notre break, quel est l'impact de la crise Covid sur la gouvernance? Globalement, depuis le mois de mars l'année dernière, dès que la crise est arrivée, on voit bien qu'il y a des enjeux majeurs de risque évidemment de continuité d'activité de l'entreprise, financier, de financement de l'entreprise, de risques sanitaires de retour au travail. On a vu qu'il y a eu un vrai sujet sur la responsabilité pénale des dirigeants. Il y a eu des vides, ce n'était pas simple. Donc, il est clair que les conseils se sont énormément réunis autour des dirigeants pour les soutenir dans une situation de crise. Les dirigeants sont exposés. On voit bien que dans le triptyque, il y a bien sûr contrôle. Il faut s'assurer qu'on va avoir les plans de financement, s'assurer qu'on va leverager les bonnes aides. Mais il y a le côté soutien. Le dirigeant est exposé auprès de ses salariés, il est exposé auprès de ses clients, il est exposé tout court. Donc, ce côté soutien. Et paradoxalement, les conseils ne sont jamais autant réunis qu'en 2020. Deux paradoxes. Le premier, c'est qu'en crise, on va arrêter de penser le temps long dans un premier temps, puisqu'il s'agit de passer la crise et de survivre, de dépasser la crise. Donc, on redescend sur le temps court en conseil, qui est le temps des opérations, qui est le temps des directions générales, de l'exécutif, donc normalement le temps dans l'entreprise. Et ça, c'est un premier point majeur. Le deuxième point majeur, c'est que ces conseils ne se sont jamais autant réunis, mais à distance, puisque on a été soit en confinement, soit on a des administrateurs qui sont géographiquement répartis. Et donc, est apparue la difficulté de comment traiter des sujets sensibles, des sujets confidentiels, des sujets qui ont besoin parfois de subtilité, d'approfondissement et de soutien, là où le contact est important, le regard est important, le tactile est important à distance. Alors, il est apparu 2-3 petites choses. Premièrement, il est apparu le fait que dans nos conseils où la moyenne d'âge était assez élevée, voire très élevée, on a un certain nombre d'administrateurs qui étaient dans leur résidence secondaire où la fibre ne passe pas forcément bien, où il n'y a pas l'assistante qui est là pour régler la logistique. Et finalement, ce distanciel, on a une génération qui n'était pas forcément super à l'aise.
voire qui parlaient pas devant la caméra. On a vu des choses assez comiques dans certains conseils, voire finalement qui trouvent ça quand même très pénible. Et tout ce côté finalement statut social, le côté chaleureux du déjeuner après le conseil, etc., a disparu depuis un an. Et puis, une population, on a vu aussi un des éléments en particulier dans les ETI qui sont généralement moins staffés en plan de succession, tous les comités exécutifs ont été fragilisés. Je ne parle pas forcément de décès de dirigeants, mais tout simplement des personnes qui ont eu le Covid et qui ont été empêchées d'exercer, empêchées pendant quelques semaines. Tout ceci a remis au cœur le sujet de la fragilité des instances, comité exécutif, direction générale et conseil d'administration. Et on voit, j'allais dire, une tendance d'un certain nombre d'administrateurs proches de 70 ans, 67, 68 ans, finalement se dire que les vraies questions à traiter de transformation du modèle économique, de l'impact social, environnemental, du climat, des sujets de santé, ils ne sont pas forcément les plus au fait. Ce n'est pas forcément super, j'allais dire, gratifiant, valorisant d'être toujours en conseil, en distanciel, en visio. Donc, on voit quelques départs de personnes seniors, d'administrateurs. Ça veut dire que, encore une fois, en France, c'est peu intermédiaire. Donc, il n'y a pas des appels à candidature qui se font partout. Mais ça veut donc dire que, quelque part, il restera, et on voit à partir de 2021, il y a une forme de changement générationnel qui va se passer, même dans les conseils. Donc, des opportunités pour des quadras, des quinquas et des sexagénaires, notamment. Voilà un premier break, si vous êtes d'accord, avant de terminer 10 minutes sur les profils et le premier mandat. Je suis disponible pour répondre aux questions si vous en avez. Dominique, là, je ne vois pas de questions sur le chat, sauf celle de Caroline, mais peut-être que les personnes qui ont des questions peuvent prendre la parole directement. Pas de questions? Ben, moi, je peux juste dire vous remercier infiniment. Bonjour, c'est pas fini, hein, mais… Non, mais en tout cas, dire que c'est très éclairant, que moi, je suis arrivée par hasard comme administratrice d'une société cotée depuis 4 ans, je crois, et que de tout ce que vous avez dit était extrêmement intéressant et répondait à plein de questions que je me suis posées pendant toutes ces années sans pouvoir vraiment les exprimer. Et voilà, donc merci beaucoup. Mais je vous en prie. Alors, je ne sais pas si vous pouvez partager, puisque c'est l'intérêt du réseau Vox Femina, on a une dimension solidaire, c'est de partager. Vous dites, je me suis retrouvée par hasard au conseil, ça va intéresser tout le monde, si vous pouvez le dire, si ce n'est pas confidentiel, parce que la question de tout le monde, c'est comment on trouve son premier mandat. Qu'est-ce qui fait qu'on soit venu vous chercher? Ah, ben alors, finalement, je ne m'attendais pas à devoir répondre à cette question. Mais si c'est confidentiel, moi, je me permets juste parce que pour éviter le monologue, c'est aussi les retours d'expérience sont très riches. Un ami qui était dirigeant fondateur d'une entreprise qui avait besoin d'un quota de femmes. avait besoin de femmes dans l'entreprise. Et puis, bon, moi, je suis ancienne avocat. Et puis, bon, je fais de la médiation par ailleurs. Et bon, ils me font confiance, je suppose. Voilà. Donc, extrêmement intéressant parce que vous allez me permettre de faire le lien avec l'étape suivante. Vous voyez bien qu'en fait, il y a 2 dimensions dans ce que vous avez évoqué. C'est une société cotée, donc elle suit un code de gouvernance, soit FEP-MEDEF, soit Middle Next, peut-être, voilà, ça c'est le premier point. Pardon ? Middle Next en l'occurrence. Donc, Middle Next recommande 2 administrateurs indépendants au moins. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, la société étant cotée, elle est visible au sens où l'information sur le site, c'est accessible. Donc, respect de la loi. Respect de la loi. Donc, comme vous dites, il m'a sollicité
parce qu'il y avait des quotas, parce qu'il fallait qu'il féminise. Et après, vous avez dit, et puis en fait, bon, moi, je suis ancienne avocate, je sais faire ça, ça, ça. Donc, ce qui est assez terrible, c'est que moi, je vois des présidents de conseil qui annoncent des arrivées de nouveaux administrateurs et qui vont commencer par dire, bon, bah, je vous présente, ou qui font circuler une bio, un CV. Voilà le CV de Pierre qui pourrait rejoindre notre conseil parce que c'est un ancien avocat, il pourra nous aider sur le M&A ou sur... voilà. Et puis, à côté de ça, on voit l'arrivée de femmes qui annoncent, bon, bah, je vous présente le CV de Catherine qui pourrait rejoindre notre conseil qu'il faut féminiser. Voilà. Donc, c'est sûr qu'en fonction de comment on est présenté, d'un côté, on est un quota et de l'autre côté, on est utile, on est une compétence. Donc, il faut complètement dépasser cette notion de quota. Quelque part, nous, on remercie tous les jours Marie-Jo Zimmermann parce que le quota a créé les conditions du possible. Ça a créé les cadres que ça soit possible. Sinon, on ne pensait même pas à nous. Vous voyez, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il ait pensé à vous, votre copain, il a pensé à vous. Et vous avez dit le deuxième point qui est absolument clé, c'est que parce qu'il me faisait confiance. Parce que quand vous rentrez dans le conseil d'administration, vous voyez bien que vous avez accès à la situation financière, vous voyez bien que vous avez accès à l'endettement, vous voyez bien que vous avez accès à tous les risques, etc. Donc, on ouvre la boîte de Pandore. Donc, quand on est d'une société cotée, on est obligé, les actionnaires sont obligés de partager de l'information, c'est réglementé. Donc, il y a déjà cette culture d'ouvrir la boîte de Pandore, finalement, au marché, aux actionnaires. Et donc, quelque part, c'est plus facile d'ouvrir le conseil d'administration à des indépendants. Mais on va se poser la question, quand même, il va en savoir beaucoup plus, elle va en savoir beaucoup plus. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que... il ne parle pas en sortant du conseil parce qu'on ne vous tient pas en tant qu'indépendant. On ne peut pas agir sur votre promotion, sur votre salaire. Vous êtes libre. Vous êtes révocable ad nutum, mais vous pouvez aussi démissionner. Et surtout, vous êtes complètement libre. Vous quittez la salle du conseil. On ne sait pas ce que vous faites. Donc, il y a un frein majeur qui est la confiance. Si vous avez déjà un mandat, vous verrez, Catherine, si vous cherchez un deuxième mandat, que c'est beaucoup plus facile parce qu'on ne se pose pas la question de est-ce qu'on peut lui faire confiance puisqu'elle a déjà un mandat. C'est la même raison pour laquelle, si vous communiquez, comme disait Valérie au niveau de Vox Femina, si vous communiquez dans les médias, si vous publiez des articles, etc., on ne va pas se poser la question, est-ce qu'elle est compétente? Si vous êtes sur une table ronde, en fait, on part du principe, dans l'inconscient collectif, que si les médias font appel à vous, c'est que vous êtes compétent. Donc, le vrai sujet, donc, on ne remet plus en cause votre compétence, et si en plus... si vous n'avez pas de conseil, déjà, il faut bien se dire, il faut être recommandé par des personnes qui siègent dans des conseils, qui pourront dire qu'on peut vous faire confiance. Si vous êtes recommandé par des personnes qui ne siègent pas dans les conseils, ce n'est pas la même valeur du tout. Parce qu'il y a ce qui se passe dans les entreprises, c'est le droit du travail, etc. Mais ce qui se passe du côté des actionnaires, eh bien, on est bien là sur le sujet du financement, sur le sujet de l'endettement, etc. C'est pour ça que être recommandé par d'autres administrateurs, mais qui ne vont pas se sentir en compétition avec vous. Le problème des hommes, des quadras et des quinquas, c'est que bon nombre ont considéré qu'avec les quotas, les femmes leur passaient devant. Moi, je dis toujours, ok, elles passent devant, mais il reste 60% d'hommes. Donc, c'est juste, elles passent devant, on rattrape un peu des décennies et des décennies où elles ne passaient pas du tout, quoi. Donc, ça gênait personne. Donc, aller chercher des sponsors, finalement, des mentors, des sponsors, oui. Et c'est là où je dis, il faut toujours aller chercher plutôt chez les vieux monsieur. Parce que les vieux monsieur, alors certains s'accrochaient désespérément, mais là, il y a une tendance, il y en a qui ont envie de passer la main, dans le contexte Covid que j'évoquais. Et qui seront fiers, honorés de vous recommander, voir si c'est des personnes avec qui vous avez travaillé pendant il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a très longtemps, peu importe. Et parce qu'ils se porteront garants et ils diront que vous avez toute leur confiance. À partir du moment où vous avez la confiance d'un administrateur, d'un actionnaire, etc., vous êtes coopté en fait. Et après, on ne se posera plus la question, est-ce qu'elle a le niveau? Si en plus vous avez un peu de médias ici ou là, ou une prise de parole, on se dit elle est compétente. Point. Donc, Catherine, ce que vous avez évoqué, c'est le fait de mettre le pied à l'étrier pour trouver le premier mandat. Vous voyez, finalement, parce que vous aviez quelqu'un qui était en position de décider, il est fondateur actionnaire, donc il a le pouvoir
j'ai des actionnaires, de voter, de décider. Il vous faisait confiance, il vous a proposé. Et on ne s'est pas posé la question, est-ce qu'elle va y arriver, est-ce qu'elle a le niveau, etc. Les questions que se posent toujours les femmes, mais que ne se posent pas les hommes. Hein, eux, quand ils rentrent dans les conseils, ils ne se posent pas la question. Ils rentrent dans les conseils, point. Et comme les femmes travaillent et préparent, ben, il faut qu'elles trouvent le bon curseur pour pas en faire trop, être la bonne élève et commencer à poser 50 questions au premier conseil, puisque là, tout le monde se dit, mais là, ça allait beaucoup plus vite avant et qu'est-ce qu'elles vont nous faire chier? Non, il faut bien comprendre les codes et s'intégrer, mais il faut bien se dire que ce n'est pas parce qu'il y a une loi avec des quotas qu'on va venir nous chercher. Il faut effectivement, comme disait Valérie en préambule, se rendre visible pour qu'on pense à nous, parce qu'il n'y a personne qui peut deviner qu'on a envie de devenir administratrice. Voilà. Et il faut donc le faire savoir, mais auprès des bonnes personnes. Les bonnes personnes, ce sont les actionnaires, ou ceux qui parlent à l'oreille des actionnaires. Les banquiers, des avocats de M&A, ceux qui ont la confiance des actionnaires. Dominique, je me permets d'intervenir parce qu'il y a un certain nombre de questions. Vas-y. Donc, voilà, je ne sais pas où tu en es dans ta présentation. Mais il reste 2 slides, mais vas-y. Donc, il y en a une qui est en lien avec juste ce que tu viens de dire. Comment avoir de la visibilité sur les opportunités et comment être visible? Alors, comment être visible? Pour moi, Vox Femina, ça a été ma rampe de lancement. Comme je le disais, c'est finalement avoir une forme de ligne éditorialiste, c'est-à-dire sur quoi vous voulez être visible. Et quand finalement on réfléchit au profil et aux compétences recherchées, donc je mets le slide suivant en support, vous voyez bien que ça peut aller de la vision stratégique, le tissu des ETI, elles vivent souvent des premières fois, les premières croissances externes, les premiers développements hors de France, hors Europe, tout ça c'est les prises de risque. C'est des prises de risque pour les actionnaires, c'est des prises de risque où on peut parfois, j'allais dire, consommer plusieurs années de résultats et donc toute compétence, quand on a été... par exemple, on a vécu à l'international ou en charge d'une BU dans un groupe, on a un retour d'expérience. Quand on a des compétences RH sur la rémunération, notamment juridique, digital, RSE, cybersécurité, ce sont des risques majeurs qu'on voit apparaître. Numérique, financière, c'était une évidence. Voilà, on voit bien qu'il y a des... Donc, vous voulez se rendre visible, il faut se dire quelle est ma ligne éditorialiste pour apparaître non pas juste comme un expert pointu technique, mais comme quelqu'un qui a une compétence et qui est capable de prendre de la hauteur et d'avoir une réflexion sur en amont et en aval les impacts et donc les choix, les orientations et une connaissance. Voilà. Donc, c'est quoi ma ligne éditorialiste et comment je pousse j'ai des choses à dire. Est-ce que je le fais sur du digital? Est-ce que je le fais sur LinkedIn? Est-ce que je le fais sur Twitter? Twitter est très suivi par les journalistes, mais ce n'est pas les journalistes qui vont faire rentrer dans un conseil d'administration, mais qui vont faire que peut-être mes articles vont être relayés. Derrière moi-même, je vais le relayer sur LinkedIn. Je vais se dire... Je fais mon Google, je tape Google, un membre de conseil, un président de comité de conseil tape mon nom sur Google, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce que je donne à voir? C'est ça qui va contribuer à l'image et la notoriété. J'ai d'autres questions pour toi. Oui. Que pensez-vous des prises de mandat au sein de startups pour lesquelles est proposée une indemnisation en capital? Et est-ce une bonne idée que de présenter sa candidature à des fonds plutôt qu'aux sociétés directement? Ok. Alors, les startups, donc, il y en a de plus en plus. Comme je disais, jusqu'à la levée de fonds, tout le temps qu'on est dans le love money et les business angels, il n'y a pas les moyens de rémunérer les administrateurs, donc des bons de souscription, d'actions, des BSA. C'est une bonne option, oui. Ensuite, les fonds, c'est une très bonne approche. Les fonds ont l'habitude de travailler avec des consultants pour faire leur due diligence, pour faire des benchmarks de marché, etc. Donc, il y a une culture de consultants, il y a la culture de rémunérer la valeur d'une prestation et ils ont généralement des senior advisors.
C'est une bonne idée pour tous les profils sauf les financiers, puisque les fonds ont des directeurs de participation, ils ont des financiers. Donc, généralement, ils sélectionnent, ils recommandent aux dirigeants et ils font rentrer des administrateurs ou des membres de conseil de surveillance sur toutes les compétences sauf financières, c'est-à-dire sur des compétences secteurs, sur des compétences métiers, sur des compétences internationales. Les fonds aiment beaucoup les compétences de transformation numérique puisque très souvent, ils prennent des participations dans des entreprises où ils croient à la transformation du modèle économique et à l'évolution vers une offre service. Et donc, ils vont faire confiance en une équipe de dirigeants dans la capacité à transformer, à embarquer l'entreprise, à la moderniser et à créer de la valeur. Et ils vont chercher des board members. Oui, absolument. J'ai d'autres questions pour toi. Quels sont les points de vigilance selon vous avant d'accepter un mandat? Et une autre question, d'après vous, est-ce qu'un mandat hors CAC a un bon rapport responsabilité, rémunération, autre reward? Ok. Alors, sur le sujet de la rémunération des mandats, comme je disais, la France n'est pas les États-Unis ni l'Angleterre. On n'a pas une culture de l'actionnaire très développée, donc on n'avait pas une culture de gouvernance développée avant 2010, vraiment en dehors du CAC et du SBF, qui jouent sur un marché. Leur terrain de jeu, c'est le monde, et donc ils ont une culture internationale déjà dans leur COMEX et dans leur gouvernance. Le fait de recruter des administrateurs indépendants internationaux, si vous ne les payez pas à prix de marché, ben, ils ne viennent pas, les internationaux. Donc, une fois que vous avez recruté des internationaux et que vous les payez un certain montant, vous ne pouvez pas payer les indépendants français moins. Ce qui a contribué à augmenter les niveaux de ce qu'on a appelé les jetons de présence, qui depuis Pacte s'appelle la rémunération, des membres des conseils du CAC et du SBF. Où là, c'est complètement transparent. Vous regardez ça sur les sites, le rapport annuel, avec des montants en fonction du nombre de conseils, des montants par comité, en fonction de votre présence, effectivement, et avec des montants quand on double pour les présidences de comité. Ça fait des jetons qui évoluent entre 60 et 200 K pour le CAC ou le SBF. En dessous, dans le côté, on a des jetons moins élevés. Moi, j'avais des jetons, là, j'ai siégé pendant 7 ans et demi dans une société cotée au compartiment B. J'avais 30, et je présidais le comité de nomination rémunération, j'avais 30 K euros de jetons de présence à peu près par an. Et je siégeais jusqu'à il y a 2 mois au conseil d'une autre ETI industrielle cotée, mais qui a été rachetée par un groupe industriel chinois coté à Shanghai. Pareil, c'est le compartiment B, donc en dessous du SBF. J'ai eu entre 20 et 40 cas de jetons de présence. Ça dépend de l'année qui a précédé l'OPA. On s'est évidemment beaucoup réunis, et en particulier les indépendants, puisqu'il faut une expertise indépendante, etc., pour la sortie de bourse. Voilà, donc dans le non-coté, on est plutôt autour de 10, 15, 20 cas. Et si on est en SA, on est mandataire social. Donc, les jetons de présence sont une rémunération qui a la même fiscalité que les dividendes. Donc, ce sont des revenus financiers. On touche une fois par an, c'est débloqué à l'AG en même temps. Et donc, après, si on est en SAS, dans 95% des cas, on n'est pas mandataire social. Quel que soit, que l'instance soit contrôlante ou pas, on n'est pas mandataire social. Donc, on n'a pas ce risque au civil ou au pénal. Qui, en vrai, là encore, je ne suis pas avocate, je ne sais pas si Valérie voudra intervenir, mais le risque des administrateurs en France, il est faible pour les indépendants. Le risque au civil ou au pénal, on a un risque au pénal. On a des administrateurs dont la responsabilité peut être engagée au pénal, potentiellement sur les cas de comptes qui ne soient pas sincères et fidèles, parce qu'il y a une suspicion potentiellement de gonflement du résultat en vue de verser du dividende fictif. Et donc, on peut éventuellement aller se poser la question de la responsabilité des administrateurs représentant des actionnaires en termes de complicité. Pour les indépendants qui n'auront pas d'impact, c'est très rare qu'on vienne chercher la responsabilité des administrateurs indépendants.
Néanmoins, on est quand même responsable au civil et au pénal. Et donc, à ce titre, il faut s'assurer que l'entreprise nous ait bien ajouté sur la liste des bénéficiaires de l'assurance RCMS, responsabilité civile des mandataires sociaux, qu'elle souscrit pour ses dirigeants. Je ne sais pas si Valérie, tu veux dire autre chose. Non, j'ai rien de plus à ajouter. Ce que tu dis est tout à fait juste. Après, moi, je pense qu'en pratique, ce que je vois, moi, dans les conseils d'administration, notamment des ETI familiales, parce que c'est quand même une clientèle, évidemment, que je côtoie beaucoup, c'est une certaine difficulté à comprendre ce qui est du ressort du rôle de l'actionnaire et ce qui est du ressort du rôle de l'administrateur. Surtout quand c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'en fait, les administrateurs, enfin, parce que en général, voilà, c'est souvent des membres de la famille qui sont à la fois actionnaires et administrateurs. Et ça, pour moi, c'est la grande zone de confusion, c'est celle-là. Oui. C'est où s'arrête le rôle de l'administrateur, où commence le rôle de l'actionnaire. Moi, je trouve que c'est en fait la subtilité de la gouvernance, pour moi, elle est vraiment là, en fait. C'est pas facile. Et je crois que pour décrypter ça, il faut avoir quelques idées très, très simples à l'esprit. C'est que l'actionnaire, il apporte à l'entreprise une ressource capitale, c'est le cas de le dire, puisque c'est le capital. Et donc, il doit donc, de ce point de vue-là, être considéré comme un investisseur. Et l'investisseur, eh bien, il investit son argent pour un certain projet, donc une certaine stratégie, et avec un certain niveau de risque. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est l'actionnaire qui porte en dernier ressort le risque de perte du capital. On a beaucoup parlé du partage des profits avec la WAPAC, mais il ne faut quand même pas oublier que c'est lui qui porte le risque de perte du capital quand même. Hein. C'est tout aussi important que le partage des profits, même si les médias ont tendance à parler surtout des profits et jamais des pertes. Et puis, dernier point, puisqu'il reste le propriétaire de ce capital, eh bien, donc, il a une espérance de rentabilité. Donc, pour moi, les sujets qui sont soumis à l'AG, ce sont les sujets qui sont liés à ces trois éléments fondamentaux qui caractérisent le rôle de l'actionnaire, c'est-à-dire la stratégie, le niveau de risque auquel est exposé le capital et le niveau de rentabilité. Voilà, pour moi, c'est assez simple en fait. Et je pense qu'il faut avoir cette clé de lecture quand on a un doute sur ce qui appartient à l'administrateur et ce qui appartient à l'actionnaire. Et pour boucler la boucle, l'administrateur, tu l'as dit, il est nommé par l'actionnaire, donc c'est un mandataire qui représente les actionnaires en participant, tu l'as dit aussi, c'est vraiment important, je crois, à un organe qui est un organe collégial. C'est-à-dire qu'en fait, l'administrateur n'est pas non plus un dirigeant. Il n'a pas du tout vocation à diriger l'entreprise, parce que d'ailleurs, sinon, il expose sa responsabilité pour reboucler ce que tu disais sur la responsabilité, parce qu'il s'immisce dans la gestion et ce n'est pas ce qu'on lui demande. Donc non, l'administrateur, il est bel et bien un mandataire des actionnaires et il est chargé en tant que mandataire, de veiller à ce que la direction exécute correctement le projet d'entreprise qui correspond à la stratégie, au niveau de risque et à la rentabilité dans lequel il a investi son capital. En fait, c'est comme ça qu'on reboucle un petit peu la boucle. Ouais. Et moi, je pense que ça, c'est assez simple. En fait, ce sont des choses qui ne sont pas très juridiques ou en tout cas qui participent d'une compréhension de la logique des choses. Et la logique, elle est, oui, bien sûr, elle est économique, elle est juridique, pardon, mais elle est d'abord économique, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est super important. Et je crois qu'il faut le dire aussi simplement que ce que je dis là, sans s'embarrasser d'arguties juridiques, quoi, parce que quelquefois, on peut se laisser intimider par la forme de société, les codes de gouvernance, enfin, il y a toutes sortes de choses qui viennent complexifier largement le sujet, mais au fond, ça revient à des choses aussi simples que celles que je viens d'exposer. Ok, oui, je suis d'accord. Caroline, tu voulais… Il est 14h, donc… Ok, alors… Il y avait un témoignage peut-être de Cécile de Guilbon. Cécile, si vous êtes encore parmi nous, souhaitez-vous dire quelques mots peut-être sur un partage d'expérience? Oui. Bon, moi, je vous félicite énormément pour votre exposé. Je suis administrateur indépendant depuis 11 ans. J'ai eu au global 6 mandats. Chez Renault, on a autorisé à avoir jusqu'à 3 mandats, donc j'en ai en permanence 3. Les 2 fois où j'ai quitté des conseils, c'était à l'occasion de changement d'actionnariat. Tout ça, c'est une expérience extrêmement enrichissante. J'ajouterais par rapport à tout ce que vous avez dit, qui est extrêmement didactique et complet,
le rôle des chasseurs de tête. Il y a pas mal de mandats qui sont confiés donc, par les conseils pour l'identification et les entretiens avec les candidats. Alors, à chaque fois que j'étais choisie, c'était toujours en concurrence avec d'autres. C'est vrai qu'il pouvait y avoir une préférence pour que ce soit une femme, mais il y avait toujours des hommes dans la sélection. Et je pense que mon profil très immobilier, puisque ça fait 27 ans que je suis directeur immobilier de grands groupes, après avoir fait 10 ans de fusion-acquisition, a toujours compté, puisque c'est des sociétés soit du secteur immobilier, soit à forte composante immobilier. Donc, si j'avais une question, ce serait justement quelle est la légitimité à aller être administrateur dans un secteur qu'on connaît très bien ou qu'on ne connaît pas du tout. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est à chaque fois dans des foncières ou des sociétés avec des implantations immobilières fortes. Ce qui est intéressant, Cécile, tu vois, dans ton témoignage, donc tu viens conforter le fait que une fois que tu as un mandat, tu es visible. Donc, les chasseurs viennent te rechasser. Tu es visible et tu es bankable. Voilà. En fait, on ne se pose plus la question, personne ne se pose la question est-ce qu'elle a. Voilà. Ce qui se passait pour les hommes avant. Hein. Donc, tu es visible, tu es bankable. Donc, les chasseurs, c'est un peu comme les journalistes. Hein. Tu prends la parole, tu es identifié par les journalistes, tu es bankable, on va te solliciter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est ta réputation. Là encore, à partir du moment où tu contribues collégialement dans les conseils, où tu travailles, où tu es assidu, il y a zéro raison que voilà, tu as une réputation après de board member sérieuse, professionnelle. Voilà. Le sujet du secteur, en fait, ça dépend très souvent de la composition du conseil et de la taille. Ce qui est sûr, c'est que, et finalement des enjeux stratégiques. Il faut qu'il y ait des personnes au conseil qui aient une compréhension et une connaissance du secteur d'activité de l'entreprise. Sinon, comment questionner, comment challenger quand il n'y a personne qui comprend? Alors, ensuite, dans les groupes cotés, il y a plutôt des grands conseils. Donc, il y a plutôt une diversité de compétences, de profils. Dès qu'on est dans le non-coté des plus petites sociétés, si on n'a que 2 indépendants, eh bien, spontanément, on va d'abord prendre un indépendant du secteur et il y a moins de profils hors secteur. Donc, c'est plutôt comme ça que ça… voilà. Maintenant, quand il y a des enjeux de transformation de modèle économique, par exemple, moi, j'avais été approchée, mon premier mandat dans le côté, je l'ai eu pour le groupe April, courtier en assurance. Je n'étais absolument pas issue du secteur de l'assurance, mais un des enjeux était finalement pour ce groupe de développer une culture service, de digitaliser. Donc, mon profil innovation, ingénierie, service Altran, les a retenus. Mais évidemment, je n'ai pas siégé au comité d'audit, puisque je n'avais pas profil de compétences financières, en particulier dans le monde des assurances, où le PNL et le bilan ne ressemblent pas tout à fait à la même chose que dans le monde de l'industrie ou de l'ingénierie. Donc, en fait, ça dépend beaucoup de l'impulsion stratégique et des questions stratégiques qui se posent, et donc finalement des retours d'expérience ou qui peuvent être utiles, et du nombre de compétences déjà métiers, secteurs qu'il y a dans le conseil. Dominique, une dernière question et puis peut-être on pourra conclure. Se former est-il un préalable ? Alors, j'ai évoqué le sujet de la formation tout à l'heure. Je disais que ce qu'on a vu comme conséquence de la loi Copé-Zimmermann et de la crise financière de 2008, c'est que c'est l'augmentation au niveau européen de la réglementation de contrôle. Donc, derrière, la prise de conscience qu'il fallait que les conseils travaillent davantage et qu'ils exercent davantage leur contrôle et que les administrateurs se forment. Donc, il faut d'abord et avant tout se former pour soi. C'est inconscient d'être mandataire social, donc d'être potentiellement exposé en termes de responsabilité, pas savoir exactement les risques que l'on prend, la mission d'un conseil, le rôle de l'administrateur, jusqu'où on doit questionner, à partir de quand on doit plus questionner, c'est quoi la différence entre un conseil d'administration et un conseil de surveillance, etc. Donc on se forme d'abord pour soi, parce qu'on ne naît pas administrateur. Tout le temps qu'on est dans le droit du travail,
on connaît son métier, ses compétences, son expertise, on devient mandataire social, donc on se forme. Ça, c'est la première chose. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se former pendant des années et des mois, mais on se forme aux fondamentaux. Donc, toutes les formations académiques sont bien. Certaines, comme je disais, sont dédiées aux ETI, d'autres aux groupes familiaux, d'autres aux grands groupes internationaux, d'autres abordent des sujets plutôt genrés. L'Institut français des administrateurs et l'Institut de référence. Il y a d'autres assauts d'administrateurs comme l'APIA, plutôt pour les ETI, les PME. Dans mon cabinet, nous, on a monté tout un programme et une offre de formation sur les fondamentaux en complément et en alternatif au programme académique, parce que tout le monde n'a pas forcément ni le temps, 3 semaines ou 2 semaines par an, ni le budget pour aller se former. Mais entre prendre une Rolls-Royce et ne rien faire, on a trouvé qu'il y avait un trou dans la raquette, c'est ce qu'on fait dans mon cabinet. Les formations courtes sur les fondamentaux, un peu de présentiel, tout petit groupe et du digital avec des questionnaires en ligne pour valider les connaissances et un certificat. Après, vous pouvez aussi rejoindre une association comme l'IFA qui a énormément de matières, de compétences pour la formation continue et qui fait depuis maintenant 1 an tout en distanciel avec des webinaires, avec des choses. Le rapport qualité-prix de l'investissement est très important. Ah, je vois que j'ai de la promo pour… je ne sais pas qui fait la promo. C'est Sonia. Ah, c'est Sonia, oui. Il y a une adhérente qui est venue suivre notre formation sur les fondamentaux l'année dernière. Merci Sonia de ton témoignage. Voilà, mais dernier point, ce n'est pas parce que vous vous formez qu'on va venir vous chercher. Donc, il y a un sujet qui est comment on se rend visible. Et là, je vous encourage à vous appuyer sur vraiment Vox Femina. Moi, ça m'a été extrêmement utile. Comment se rendre visible? Il faut faire savoir qu'on cherche un mandat d'administrateur. Il faut réfléchir à son empreinte sur Google. Il y a ce qu'évoquait Cécile, les cabinets de chasse. Il faut y aller, même s'ils ne vous sollicitent pas tout le temps que vous n'avez pas trouvé un autre mandat. Vous rentrez dans leur base. Il faut les ressolliciter, mettre à jour son CV tous les ans. Il faut se faire recommander. Il y a après des personnes qui cumulent beaucoup de mandats, qui peuvent donner votre nom au cabinet. Voilà, il faut mener tout ça en parallèle. Des mandats, comme dit Cécile, c'est en plus et c'est en complément. Vous ne vivrez pas en France, sauf à être administrateur au CAC, au SBF, vous n'en vivrez pas. Et c'est autre chose. C'est non exécutif, c'est pas opérationnel. Donc, c'est très enrichissant, évidemment. On rencontre d'autres personnes, on s'ouvre à d'autres perspectives, on contribue et on apprend énormément de choses aussi en travaillant. C'est aussi une façon de préparer la 3e partie de carrière. Voilà. Mais c'est donc un cheminement. Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste y mettre les pieds, c'est comme toujours. Tout le temps qu'on est sur le strapontin ou sur l'arrêt de bus ou sur le banc de touche, on ne vient pas nous chercher. Mais dès qu'on va un peu sur le terrain, on se rend compte que il faut aller trouver des alliés, il faut le faire savoir et il y a 0 problème de compétences. Voilà. Et donc, en synthèse, là, vous avez la fiche programme de nos programmes de formation, mais sur notre site, on a doublé la volumétrie de nos sessions puisque du coup, on a une salle pour recevoir normalement 10 personnes et on fait donc que des groupes de 5 en ce moment. Hein. Covid oblige, 1 personne sur 2. Et on a monté une autre offre qui s'appelle Get, en fait, Aboard plutôt que Onboard, Get Aboard, qui est comment je travaille mon réseau, mais pas mon réseau pour trouver un job, mais mon réseau auprès de gens qui interviennent auprès des actionnaires ou d'actionnaires pour faire savoir et faire ce qui est arrivé à Catherine, finalement, d'avoir un petit coup de pouce de quelqu'un qui a la confiance, qui vous connaît, qui ne se pose pas la question, c'est-à-dire se faire coopter. Et une fois qu'on a eu ça, c'est beaucoup plus facile après pour être comme Cécile dans les tableaux de chasse, parce qu'on ne se pose pas la question de est-ce qu'elle est boardable, est-ce qu'elle est bankable, elle l'est. Voilà. J'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais partager avec vous. J'espère vous avoir donné envie et je vous souhaite un très bel après-midi.
Un grand merci Dominique pour ton temps, cette intervention qui pose bien les fondamentaux sur devenir administrateur, administratrice. Et on abordera à nouveau le sujet tout au long de l'année. Et on fera un retour aussi sur cette session dans la prochaine lettre de Vox Femina. Donc, Parfait. Soutenez-nous. Bonne journée à vous. Merci. Merci à vous.